Thierry Spencer, bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous faire l'amitié de venir nous parler de ton entreprise qui s'appelle Test and Trust. Alors Test and Trust, c'est un truc américain, donc parce que tu aimes les États-Unis ou... Non, c'est une ambition internationale. Test and Trust est une société qui a été créée en juillet 2009 à l'initiative de Frédéric Hougard, qui a un parcours dans le domaine de la relation client aussi, qui a dirigé des activités online de Via Michelin. On s'est rencontrés au mois de mai 2009 sur Viadeo. C'est une histoire de rencontre sur Internet, un site de rencontre sur Internet des professionnels. Et il m'a envoyé un message tout simple en me disant voilà, j'ai vu votre blog, j'ai vu qui vous étiez et ça serait bien qu'on parle d'un projet que je porte. Et j'ai été séduit par cette idée donc d'un comparateur de satisfaction. Test and Trust, son ambition est de mettre en relation les marques et les consommateurs avec un modèle unique, c'est-à-dire à partir d'avis consommateurs qui sont plus riches, avec des questionnaires. Eh bien, le modèle économique est non pas basé sur la publicité, mais on vend des solutions aux entreprises, des solutions innovantes pour suivre, mesurer et avoir une action sur la satisfaction des clients. Donc c'est comme ça que Test and Trust est né en 2009, et puis on a travaillé d'abord à l'algorithme, puisque à la base c'est une plateforme technologique, et puis on a mis en ligne le site à peu près un an en 2010, jusqu'à mettre définitivement en ligne la plateforme aujourd'hui et le site au début de l'année 2011, et puis la commercialisation a commencé. Alors, concrètement, je suis client potentiel de Test and Trust, ça se passe comment? Alors, la première question qui vient, c'est pourquoi est-ce que les entreprises ont besoin de Test and Trust pour échanger avec leurs consommateurs? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire directement? Est-ce que avant que tu existes, est-ce qu'ils ne le faisaient pas par téléphone ou eux-mêmes en rencontrant leurs clients? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait quelqu'un qui se mette au milieu pour s'occuper de ça? Notre idée, c'est d'être un tiers de confiance, c'est-à-dire que les consommateurs s'expriment de toute façon, s'expriment aujourd'hui partout, c'est le fameux User Generated Content, l'UGC. De plus en plus de consommateurs s'expriment sur la toile partout, peuvent s'exprimer directement auprès des entreprises, peuvent s'exprimer directement auprès de leurs amis. On voit aujourd'hui qu'avec le développement d'Internet, c'est ce que j'appelle le nouvel âge de la relation client, les consommateurs s'expriment partout à propos de tout. Les entreprises peuvent héberger la conversation, c'est ce qu'on dit dans le Clue Train Manifesto, enfin on disait ça il y a 10 ans, c'est encore vrai, elles sont l'objet de la conversation, peuvent être l'acteur de la conversation, elles peuvent être le lieu de la conversation. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on propose une plateforme, un endroit qui obéit à un certain nombre de règles, où les consommateurs peuvent s'exprimer librement, où nous donc, collectons des avis consommateurs, nous les modérons et nous les restituons. Les entreprises peuvent prendre part à la conversation sur Test and Trust, mais aussi sur leur site, puisque Test and Trust est un outil que les entreprises peuvent incorporer à leur propre site. Donc ce qu'on propose de différent, c'est justement d'être un tiers de confiance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut soupçonner une entreprise qui recueille des avis consommateurs d'être juge et partie. À partir du moment où on collecte et on modère, quand on a un avis consommateur négatif, on peut se poser des questions. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes à l'origine des travaux de la norme française auprès de l'AFNOR. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce n'est pas tant la réponse individuelle que vous gérez, c'est le référencement des réponses comme outil presque marketing. En fait, le consommateur peut continuer à s'adresser à la marque en direct pour dire « je ne suis pas content de l'aspirateur que j'ai acheté ». Bien sûr. Mais en même temps, l'idée c'est que lui-même va se voir comme un élément de validation de la qualité ou de la non-qualité de la marque. Oui, notre ambition, c'est bien ça. Que vous offrez. Voilà, tout à fait. La première ambition, c'est de mettre en relation les consommateurs et les marques. Et notre grande philosophie, c'est de promouvoir la qualité. Et l'idée, c'est que le consommateur s'exprime publiquement, donc, et nous diffusons sa parole. Dans son expression, il y a évidemment un certain nombre d'éléments de texte, mais il y a principalement des notes. Et ces notes viennent enrichir un indice de satisfaction qui est unique, que nous appelons le SARA, pour Satisfaction Rate,
donc c'est une marque déposée. Cet indice de satisfaction vient pour toutes les marques françaises ou internationales, pour tous les produits, les services, les points de vente ou les sites internet, enrichir cet indice. Les entreprises peuvent individuellement, répondre à chaque expression individuelle de consommateur. Pour peu que le consommateur soit satisfait de la réponse, la note peut varier, peut augmenter, par exemple. Donc voilà notre ambition. C'est intéressant comme idée parce que ça veut dire que ça marque une grande évolution de la relation entre les consommateurs et les marques. C'est-à-dire que le consommateur se voit comme un acteur de la marque. Que, bien sûr, on a constaté qu'il va s'exprimer sur les forums, dire du mal d'une marque quand il n'est pas content, par exemple, etc. Là, vous proposez de ramener le débat le plus proche possible de la marque, mais avec ce regard public qui change tout. Exactement. Et puis aussi le système de notation, un peu TripAdvisor dans le domaine du tourisme et des hôtels. C'est non seulement j'échange, mais mon évaluation va servir aux autres consommateurs. Donc c'est miser sur la démarche collective du consommateur qui se voit comme un acteur du marché. C'est rendre public l'expression du client. Par exemple, nous avons mis en place il y a quelques mois des bornes dans des points de vente. Donc il y a des bornes de recueil de la satisfaction. Et sur ces bornes sont affichées la note synthétique de l'endroit où on se trouve, de la satisfaction du client sur ce point de vente. On affiche également la tendance à la hausse ou à la baisse de cette note. Donc il y a un certain courage pour les entreprises qui sont nos clients à afficher une note, à rendre public l'expression des consommateurs sans qu'ils aient pour eux une position de juge et partie, dans le sens que c'est un tiers de confiance qui vient recueillir l'avis des consommateurs et qui le publie sur un certain nombre de supports comme une borne, comme un site internet, comme une application mobile, comme leur propre site. Ils prennent... on voit bien que le consommateur, il n'est pas forcément gagnant dans l'instantané sur sa relation, parce qu'elle est comme elle est. Il pourrait gérer, pour lui, c'est peut-être un moyen de faire pression par l'action collective et publique. Bien sûr, il obtiendra probablement davantage. Pour la marque, c'est jouer un jeu assez courageux, comme tu le dis, c'est publier cette note sans savoir forcément à l'avance à quoi elle va ressembler. Puis commencer avant de finir, c'est qu'on met le doigt dans une espèce d'engrenage, imaginons que les choses se dégradent pour des raisons économiques ou d'autres dans un an, comment elle fait marche arrière, comment elle sort de ce système, c'est pas évident. C'est aussi accepter que ce système est nécessaire, c'est qu'il y a effectivement aujourd'hui, quand il n'y a pas de moyen de décider, sur Internet en particulier, on s'abstient d'acheter, c'est aussi un moyen peut-être pour des marques d'exister, de démontrer leur ouverture, leur capacité à traiter. J'imagine que ça, c'est un point important. Comment ça se passe quand tu vas voir des marques pour les convaincre? Est-ce qu'il y a une réticence? Est-ce que c'est facile d'engager des marques sur ce terrain-là? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est une très bonne question. On voit aujourd'hui d'ailleurs que notre proposition et notre offre et les réactions qu'on peut avoir en proposant, en faisant nos démarches commerciales, illustrent très bien l'état du marché aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises très matures qui ont l'habitude de demander leur avis à leurs clients, qui, par exemple, traitent du sujet des réclamations au sein de leur comité de direction. Il y a une étude qui a été faite par la marque l'année dernière, la cartographie des services réclamation en France, qui indique que seulement 37% des comités de direction en France abordent le sujet des réclamations consommateurs. Donc le consommateur fait son entrée dans le comité de direction. On aborde le sujet de l'expression du consommateur. 37%, ça me paraît presque beaucoup même. Oui, alors par rapport à 100%, c'est peu, mais par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. Alors c'est 30% systématiquement. Donc moi, ça me semble encore très peu, puisque la voix du client, quand même, l'orientation au client, toutes les entreprises performantes, les plus grandes entreprises performantes du monde dans le domaine de la relation client, ont déjà ces pratiques. Donc on a d'une part un certain nombre d'entreprises qui nous disent naturellement, on le fait déjà, on peut le faire encore avec vous, et votre outil nous intéresse. Et puis il y a ceux qui se disent
oh là là, on va devoir publier la note de satisfaction sur notre site et sur le vôtre, il faut du courage. Donc, il faut du courage pour certains. Donc aujourd'hui, on a convaincu des entreprises qui étaient déjà naturellement orientées clients, avec qui on a fait déjà beaucoup de choses, avec qui on a fait l'élection d'un président des clients. Alors oui, j'ai vu ça. Alors, comment ça se passe, ce président des clients? Comment vous le désignez? Qui le nomme? Alors l'idée est très simple et la petite histoire, comment est né le président des clients, c'est né il y a à peu près 1 an et demi chez Test & Trust. On s'est dit voilà, il nous faut un moyen d'animer notre communauté, puisque maintenant on a plusieurs dizaines de milliers de consommateurs inscrits qui échangent tous les jours, écrivent des avis consommateurs. On s'est dit il faudra animer cette communauté. Alors on a pensé à une publicité des années 80 Nestlé qui dit chez Nestlé le président c'est bébé. Ah oui. Et puis il y a eu la journée nationale du marketing de la DTEM, pendant laquelle on avait fait un sondage auprès de tous les professionnels du marketing en disant quel est le plus grand poncif de la décennie. Et le plus grand poncif de la décennie, c'est le client est au cœur de nos préoccupations. Donc on s'est dit voilà, puisque le client est au cœur de vos préoccupations, eh bien écoutez, en voilà un. Qui a été désigné, qui a été élu par ses pairs, par les autres consommateurs inscrits sur Test & Trust, qui a fait campagne pour être le représentant des consommateurs. Et le voilà. Donc le principe est simple, c'est-à-dire qu'on se présente librement, gratuitement, pour être président ou présidente des clients d'une marque. Et on reçoit les votes de la communauté, que les gens soient inscrits ou pas sur Test & Trust. Et puis, à l'issue de chaque élection, donc il y a 4 élections par an, on est désigné, on a une intronisation officielle auprès des représentants de la marque, et puis on a un programme pendant une année, une espèce de mandat où on représente les consommateurs, et puis on se retrouve. Moi j'ai déjà vécu des scènes extraordinaires, par exemple chez Leroy Merlin ou chez Ikea, qui ont chacun, pour l'un, une présidente des clients et pour l'autre, un président des clients. Eh bien, le représentant des consommateurs se trouve là face à une assemblée de managers, une assemblée de responsables de la relation client et viennent échanger avec eux librement, avec des synthèses d'avis consommateurs qu'on leur fournit, bien sûr, des verbatims, et puis on échange concrètement. Ils ont tout à coup face à eux un représentant des clients. On n'a pas vocation à être évidemment représentatif, hein. On est simplement, on veut offrir aux entreprises qui font de l'orientation client un élément stratégique, on veut leur offrir un moyen de la valoriser publiquement et la valoriser aussi en interne, puisque avoir un président des clients en interne, eh bien ça aide pour une entreprise comme le PMU, pour une entreprise comme But, comme L'Oréal ou Nivea, autant de marques qui ont adopté un président des clients. Eh bien c'est une façon en interne de valoriser cette orientation, de valoriser cette. Il y a un côté un peu à la fois ludique et à la fois parce qu'en fait le président il n'est pas c'est pas l'échantillon représentatif des millions de Français, c'est quelqu'un qui a souhaité être président, quelqu'un qui a été élu, qui est un bon consommateur investi, qui est donc quelqu'un d'averti déjà. Donc il est donc un interlocuteur quand même intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui est un vrai fan de la marque en général. Oui, et en fait, alors il est fan de la marque, il a aussi parfois des reproches à faire à la marque. Et puis on voit qu'ils se sentent, les consommateurs, jusqu'ici dans notre expérience, il y a eu plus de 20 présidents des clients déjà depuis 1 an et demi. On voit qu'ils sont investis d'une mission. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent face au PDG de l'entreprise ou face à un comité de direction ou une assemblée de managers, on voit qu'ils prennent leur mandat très au sérieux. Et en fait, le président des clients illustre aussi une grande tendance qui est que les communautés virtuelles deviennent réelles, ont une existence dans la réalité. Et aujourd'hui, ça illustre très très bien une des grandes difficultés des entreprises, c'est que avec l'avènement des réseaux sociaux en général, alors pour les plus connus, hein, entre les Twitter et les Facebook et les pages de marque, et bien on voit qu'on a d'un côté des communautés virtuelles où des consommateurs viennent s'inscrire et dialoguer, où les entreprises commencent à dialoguer aussi sur ces réseaux sociaux. Mais il n'y a pas d'existence réelle. Et souvent, des entreprises font elles-mêmes sur leur site
où elle crée des communautés de consommateurs tout à fait virtuelles. Et quand on va dans un point de vente, par exemple, eh bien il n'y a pas de lien entre les deux. Et ça illustre parfaitement cette grande convergence dans la relation client qui est que eh bien, les communautés virtuelles deviennent réelles, le magasin devient connecté, donc il y a de plus en plus de points dans les magasins pour faire appel à d'autres clients en ligne, ce qu'on appelle le crowdsourcing, faire appel, un petit peu comme dans Qui veut gagner des millions, c'est faire appel au public, faire appel à un ami quand on est sur un point de vente. Pouvoir lire des avis consommateurs, c'est pour ça qu'on a fait des bornes. L'idée donc du magasin connecté, et puis aussi l'idée d'un Internet plus humain finalement. La personne, les membres de Test and Trust qui donnent un avis, eh bien parmi eux, il y en a un qui a été élu, qui est représentant, qui est vrai, qui va rencontrer, qui va visiter l'usine, qui va rencontrer le comité de direction, qui va rencontrer le président ou la présidente de l'entreprise, faire part de toutes les récriminations, de tous les encouragements des autres consommateurs. Donc ça, c'est une vraie bonne illustration il y a un côté surprenant. Il y a un côté surprenant dans ce que tu dis, c'est que d'abord les communautés, contrairement, c'est probablement un terme un peu erroné, les communautés ne sont pas virtuelles. Les outils sont virtuels, oui. Mais les communautés sont bien réelles. Et puis elles existent depuis toujours. On peut parler de Harley Davidson. Harley Davidson, sur Internet, existe beaucoup moins que dans la réalité. Tous les chapters de Harley Davidson, les communautés existent naturellement. Bien sûr, et il y a eu depuis toujours dans l'informatique les clubs utilisateurs, qui étaient des vrais utilisateurs qui se rencontraient pas forcément toujours, mais les clubs existaient, et le client, en fait, l'entreprise, elle est quand même souvent en contact avec son client. Donc l'idée qu'il y ait besoin d'un outil pour rencontrer un client qui puisse dire des choses, ça montre bien qu'il y a un phénomène qui est en train de se passer aujourd'hui de maturation, et on commence à être éduqué à appréhender ces communautés virtuelles. Ces réseaux sociaux, etc. C'est une vraie problématique, ça change radicalement le mode de fonctionnement des entreprises. On voit bien que c'est l'intervention du client comme acteur dans l'univers de l'entreprise. Et c'est vrai que mettre quelqu'un en chair et en os qui dit « moi je suis l'avatar de la collectivité et de la communauté de l'entreprise, des clients de l'entreprise », tout d'un coup, en chair et en os, on peut parler avec lui. Ça montre bien qu'il y a aujourd'hui une vacance, une lacune, qui est l'outil de dialogue avec ses consommateurs. Et c'est vrai que ce qu'on peut ressentir, c'est que dans un outil, un réseau social comme Facebook, avec la puissance qu'il a, on voit bien que ce qui manque, et qui va manquer de plus en plus cruellement, c'est les outils de pilotage de ces communautés. On ne peut rien faire, on ne peut pas segmenter, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas dialoguer individuellement, etc. Les données appartiennent à une entreprise américaine qui se trouve à l'autre bout du monde. Enfin, oui, qui est partout et qui est n'importe où, mais surtout qui détient ces données, elle, et on ne les détient pas, elle peut changer les règles, etc. Et parce qu'elle nous offre tellement gratuitement, on rentre dans ce jeu-là parce que maintenant c'est devenu tellement puissant qu'on ne peut pas faire autrement. Mais le vrai besoin, c'est effectivement que l'entreprise continue d'organiser son propre dialogue, mais c'est pas tranché. Est-ce que ça sera possible de s'abstraire non, probablement pas, des réseaux sociaux, mais de créer son propre dialogue, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Oui, créer son propre dialogue et surtout laisser aux consommateurs des espaces de dialogue entre consommateurs, sans que la marque soit forcément toujours là pour organiser, censurer, orienter, refuser ou rejeter des profils ou des avis. C'est un enjeu, c'est aussi l'enjeu de la vérité, parce que ce qu'apporte Internet, c'est la transparence vis-à-vis des marques et la transparence vis-à-vis des consommateurs. Les consommateurs attendent du vrai. Alors, attendent un vrai avis. Le terme de tiers de confiance. Le tiers de confiance, c'est un terme générique. Mais c'est un tiers, ça vous êtes un tiers, nul n'en doute. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on peut vous faire confiance? Eh bien, parce que toutes nos règles sont transparentes, c'est-à-dire qu'un internaute qui s'inscrit, laisse un avis, nous modérons nous-mêmes en France, avec une équipe française basée en Normandie, tous nos avis consommateurs. Il n'y a pas de conflit d'intérêt chez Test & Trust dans le sens où nous ne vivons pas de la publicité, c'est-à-dire que, imaginez qu'un consommateur laisse un avis sur un
un hôtel ou un magasin et qu'à ce magasin on lui vend de la publicité. Ce magasin nous dira bon bah je vous achète de la publicité, j'aimerais bien avoir plutôt des avis positifs quoi. Hein. Malheureusement, c'est la tendance de beaucoup de commerçants et parfois on pourrait penser légitime si je puis dire. Même si ça me semble complètement absurde aujourd'hui dans cette tendance de transparence totale, de se dire je veux avoir que des avis positifs. En revanche, avoir que la vérité de l'expression du consommateur et avoir une plateforme qui garantit finalement une règle du jeu où le consommateur s'exprime de son côté et l'entreprise peut répondre, puisque ce qu'on offre chez Test & Trust, c'est le consommateur s'exprime et l'entreprise peut y répondre à cette expression individuellement. Et la réponse de l'entreprise est attachée pour toujours et à jamais à l'expression du consommateur sur le site. Elle est rendue publique pour tous. Il y a une réponse publique qui est offerte à toutes les entreprises sur le site. Et est-ce qu'une entreprise peut ressortir du système? Parce qu'elle dit finalement j'y suis rentré, et ça s'est super mal passé, je ne me suis pris que des avis négatifs, non. J'avais pas de réponse, elle ne peut pas s'en aller. Non. Jusqu'ici, je touche du bois, cette table est en bois, on n'a pas eu cette demande, et je me fais fort de répondre directement à cette entreprise, parce que de toute façon, c'est l'expression du consommateur. Une entreprise qui voudrait tout à coup lancer une grande croisade en disant j'interdis l'expression de tous mes clients sur la toile, il faudrait qu'elle s'attaque à Facebook, à Twitter, au forum, au casser blog. le thermomètre ne fait pas baisser la température. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, pourrait même provoquer une explosion avec le mercure qui se trouve dedans. Oui, donc en fait, l'idée c'est une démarche qui est de long terme. Et alors pour l'entreprise, qu'est-ce qu'elle en retire? Elle a des avis, elle peut en avoir ailleurs des avis, elle peut en avoir à son service consommateur, à son service client, dans ses magasins, elle en a même de plus en plus de feedback, de feedback de clients. Et on voit donc, elle a en plus cet espace Test & Trust. Alors, qu'est-ce qu'elle peut recueillir de supplémentaire par rapport à son expression directe? Alors, ce que nous proposons, nous n'avons pas vocation à remplacer tous les outils de mesure de la satisfaction de l'entreprise. Nous sommes simplement un complément avec une ambition de rendre l'expression du consommateur, la rendre publique. Et notre business repose sur la vente de solutions en mode SaaS, c'est-à-dire qu'une entreprise s'abonne pour suivre la satisfaction de son produit, son service, son point de vente, son site internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un consommateur va s'exprimer, il va répondre à environ une dizaine de questions très précises sur son expérience de consommateur. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner son avis général sur la marque, il va donner son avis sur son expérience de consommateur. Et sur ces 10 questions que nous allons, 10 réponses que nous allons recueillir, eh bien on va en rendre public que la synthèse, qui va enrichir la note de satisfaction synthétique qu'on appelle le SARA, et le reste va être compilé sous forme de tableaux, sous forme de cartes nationales, régionales, départementales, avec une tendance, avec des croisements, avec le profil des consommateurs. Donc on offre des outils de suivi de la satisfaction des clients, aussi bien pour le PDG qui peut avoir une synthèse, que pour les managers qui peuvent avoir des outils complets qui sont disponibles sur le site dans un espace qui leur est réservé, que une synthèse pour un directeur de magasin qui a en une seule page, il voit les éléments essentiels de la satisfaction de ses clients sur le mois passé. Donc ce qui nous différencie, c'est que nous recueillons de la satisfaction en temps réel, c'est-à-dire que la note augmente ou baisse ou est stable tous les jours et s'enrichit chaque jour de nouvelles contributions. Alors, est-ce qu'il y a à l'inverse, très souvent le consommateur a été négligé, le service réclamation il était introuvable, il y avait une boîte postale dans une ville inconnue, etc. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un jour un boomerang avec des outils comme Test & Trust où le consommateur fort d'une puissance collective pourrait tout d'un coup abuser de sa position dominante? Est-ce qu'il y a un risque, d'après toi, qu'un outil comme ça puisse servir à des actions collectives pour obtenir ou manipuler ou influencer ou contraindre les marques? Alors,
Contraindre, oui, et je le souhaite. Manipuler, ça me semble plus difficile, étant donné que la communauté est souvent vertueuse. C'est-à-dire que on voit dans les avis consommateurs qu'il y a un écart type très important dans les notes, par exemple. On voit qu'il y a presque autant d'avis très négatifs que d'avis très positifs parfois. Oui. Donc on voit que la communauté arrive à se réguler, et généralement, il y a toujours, pour toutes les entreprises, sauf celles qui ne sont pas très vertueuses, sur Test and Trust, il y a plusieurs entreprises qui sont très mal notées. Et quand on contacte ces entreprises pour leur dire, voilà, vous avez des notes sur notre site et des consommateurs qui sont exprimés, c'est ces mêmes entreprises qu'on n'arrive même pas à joindre, ou qui ne comprennent pas du tout ce qu'on leur dit. Donc qu'on arrive à les contraindre par le pouvoir de la foule, le pouvoir des consommateurs, tant mieux. Qu'on arrive à les manipuler, c'est difficile, mais en fait ça illustre très bien une chose, c'est le nouveau rapport de force entre les marques et les consommateurs. C'est-à-dire que on voit, et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, on voit que qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, c'est que les consommateurs ont fait irruption dans les entreprises. Des marques qui jusqu'ici n'avaient pas de contact direct avec leurs clients. Prenons par exemple l'exemple des marques de grande consommation. Alors on en a parlé lors de nos échanges dans le café des blogueurs. Oui. Une marque comme Ferrero, un groupe comme Ferrero par exemple. Eh bien, Ferrero, il y a 10 ans, n'avait aucun contact avec ses clients, Ouais. si ce n'est par des études, si ce n'est par, évidemment, une orientation client forte dans la conception de ses produits, etc. Et aujourd'hui, se retrouve avec plusieurs dizaines de millions de personnes qui se sont identifiées sur la toile et qui ont dit j'aime Nutella, j'aime Ferrero, j'aime mon chéri, etc., etc. Et tout à coup, voilà, ces dizaines de millions de personnes, eh bien, elles sont en attente de quelque chose. Elles peuvent faire et défaire une réputation. Elles peuvent tout à coup s'exprimer sur un fait d'actualité. Elles peuvent même provoquer une crise au sein de l'entreprise. Donc, les entreprises tout à coup qui jusqu'alors étaient sur leur piédestal, si je puis dire, et puis faisaient leur communication descendante, leur communication publicitaire, sont maintenant aujourd'hui, avec un certain nombre de points de contact nouveaux, sont obligés de redescendre de ce piédestal et puis de venir dialoguer avec les clients sur la toile, sur tous les médias sociaux. Les marques vont devoir lâcher un peu prise. L'avenir de Test and Trust dans 5 ans, ça ressemblera à quoi? Alors l'avenir de Test and Trust dans 5 ans, c'est... nous sommes une entreprise française avec des ambitions internationales, donc c'est une plateforme qui a vocation à être internationale, avec des nouveaux outils, avec des innovations. La dernière innovation en date, il y a quelques jours, hein, c'est les numéros 1 de la satisfaction. Nous avons créé un label, nous avons déposé cette marque au niveau international, et les consommateurs qui s'expriment désormais et qui mettent une note supérieure à 3,5 sur 5, en l'occurrence, l'équivalent de 14 sur 20, à un produit, un service, un point de vente, un site internet ou une marque, eh bien, les entreprises qui seront distinguées ont ce label numéro 1 de la satisfaction. C'est les consommateurs qui décident en toute transparence, tous les avis sont disponibles à la lecture du grand public et des entreprises. En fait, les gens sont appelés à voter, ou c'est vous qui compilez des notes moyennes qui sont là de toute façon, et vous dites, voilà, sur ce secteur d'activité, le numéro 1, c'est celui-là. Le numéro 1, c'est celui-là sur tel secteur d'activité, parce que c'est les consommateurs qui l'ont élu avec leurs avis consommateurs. Et la note de satisfaction synthétique, donc on appelle le fameux SARA, cette note de satisfaction évolue tous les jours. Et ce qu'elle a d'inédit ce qui est d'inédit dans notre plateforme, c'est que cette note évolue tous les jours parce que on prend en compte aussi, par exemple, la récence des avis. À quoi bon garder dans la note synthétique un poids à 100% pour la note d'un restaurant qui date d'il y a 1 an et demi, alors que le restaurant a la possibilité de changer sa carte tous les 6 mois, de donner un coup de peinture. C'est plus le même chef. C'est plus le même chef. Ouais. Enfin, une voiture, en revanche, mais difficile de changer un modèle de voiture en moins de 12 ou 18 mois. Donc on a pris en compte les cycles de vie des produits, des services, des points de vente, des sites internet, dans le poids de la note et dans l'indice de satisfaction. Alors, nous, comme tu sais, on gère un label
sur l'accessibilité des sites internet. La question qu'on se pose souvent, c'est l'impact de la taille dans un secteur d'activité entre une petite structure et une grosse structure. Comment vous prenez ça en compte? Est-ce que là tu nous as cité quelques marques très importantes qui sont à chaque fois des leaders de leur secteur, etc. Absolument. Leurs compétiteurs régional ou même national, mais beaucoup moins puissants, est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce que ça change dans les avis des consommateurs? Dans la satisfaction, dans la manière dont ils s'expriment? Pas grand-chose? Pour nous, en fait, tout le monde est sur un même pied d'égalité. On peut noter Amazon.fr et puis on peut noter un petit site d'e-commerce local avec le même questionnaire, avec le même indice de satisfaction, avec la même note. Est-ce que dans les critères que vous avez retenus, il y en a qui sont influencés éventuellement par la taille de l'entreprise? Non, il y a parfois une dimension qu'on connaît dans les études, c'est-à-dire un attachement à la proximité, au fait de connaître les gens, d'avoir une dimension locale certainement, mais il n'y a pas d'éléments particuliers qui aujourd'hui, au moins dans nos questionnaires, sont relatifs à la taille de l'entreprise. Et est-ce qu'on peut remarquer que la taille est un élément de la satisfaction, du taux de satisfaction? Est-ce que plus on est gros, plus les gens sont satisfaits, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que plus on est petit, plus les gens sont satisfaits? Ça c'est une très bonne question. On pourrait imaginer. Alors là c'est mon opinion. Hein, je me base pas sur des faits. Une entreprise qui se crée un site d'e-commerce pourrait mettre tout en œuvre pour répondre à tous ses clients, à très peu de clients, donc et du coup très peu de process et donc très peu de contraintes. Hein. Si on compare par exemple Free à Orange. Free qui est numéro 1 de la satisfaction sur le Test and Trust, qui a aussi est sur le podium TNS Sofres Burning Point. Bon, Free n'a pas le même nombre de clients qu'Orange. C'est un sujet polémique. Ouais, c'est un sujet polémique, mais c'est un sujet très intéressant parce que il y a une communauté de clients au Free. Ils sont très peu par rapport à Orange. Donc c'est plus facile de satisfaire. Oui. Je dis pas que c'est plus facile de satisfaire, mais on a moins de contraintes, on a une structure qui est plus légère, on est plus agile pour répondre aux clients, on est plus agile pour changer des process. Une très grande entreprise qui a su rester agile parce qu'elle est tombée dans la relation client quand elle était petite, c'est Amazon.com. Amazon.com, créé en 1995 aux États-Unis, qui s'est lancé en France en 2000. Amazon a fait de l'orientation client, de la recherche permanente de la qualité, un point essentiel de sa stratégie et de son organisation. Il suffit de lire un livre que j'adore qui s'appelle The Best Service is No Service de Bill Price, qui est le premier vice-président relations clients d'Amazon, où il explique que chaque mail de consommateur, chaque avis consommateur, chaque problème rencontré donne lieu à une analyse, à une amélioration possible. Donc ils sont dans un process d'amélioration permanent depuis toujours. Dans l'idée, c'est ce que dit Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.com, dans l'idée de dire un jour, je ne veux pas de service client chez Amazon. Ce qui est une très belle ambition, c'est une caricature, mais c'est de dire il faudrait que tout se passe naturellement. Il faudrait qu'il n'y ait jamais aucun problème. Mais est-ce que, on peut conclure aussi là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas... souvent, ce qu'on remarque dans les colloques, etc., ou dans les échanges, c'est que les belles histoires de relations clients sont souvent le fait de très petites structures. C'est le garagiste qui a rendu un service incroyable, ou le boulanger qui a toujours un service particulier, une attention particulière. Et on voit quand même que de moins en moins, les très belles histoires que les gens racontent, ils ne les ont pas vécues avec les très grandes marques. Ouais, je suis pas d'accord là-dessus. Ce qui frappe au niveau local, et c'est peut-être le point essentiel, et ça donne une bonne piste pour la conclusion, c'est la relation humaine. Oui. La relation de proximité. Avoir le même interlocuteur dans son garage local, chez son boulanger tous les jours, avoir le même sourire, le même bon pain, le même bon croissant, eh bien, je dirais que ça accroît la proximité du client avec la marque, avec l'enseigne, avec le magasin, avec ce dont on parle au niveau local. Donc la relation humaine est très très forte dans la relation client.
pour les grandes entreprises, on parle bien d'abord de ça, aussi de relations humaines. Oui, mais c'est justement là qu'elles ont souvent du mal. Elles ont du mal parce qu'elles ont beaucoup d'équipes, voilà. elles ont beaucoup de gens, elles ont une couche, un middle management qui est sous contrainte, hein, un middle management qui doit appliquer à la fois des standards de comportement, qui a des objectifs souvent financiers. Et que le mode d'organisation, il n'est pas dans l'autonomie du point local. Alors c'est ça qui fait la grosse différence. Ce qui fait les belles histoires, le plus souvent, c'est l'exceptionnel. C'est le geste exceptionnel, l'attention particulière, etc. C'est exactement ça. Mais qui, est quasiment interdit dans les processus des grandes structures qui ne savent pas gérer l'exceptionnel multiplié par des millions. On a automatisé la relation client dans beaucoup d'entreprises, alors qu'aujourd'hui on voit des entreprises comme Zappos par exemple aux États-Unis, qui une filiale d'Amazon qui fait $1 milliard de chiffre d'affaires, qui est connue pour vendre des chaussures depuis 10 ans et qui maintenant vend du prêt-à-porter et qui un jour sera peut-être une compagnie aérienne, c'est ce que dit son PDG. Eh bien, Zappos met un point d'honneur à favoriser l'autonomie des collaborateurs. Et il pose même une question lors de l'entretien d'embauche sur est-ce que vous êtes capable de désobéir ? Est-ce que vous êtes capable de sortir du process ? Et du coup, un sujet qui vous intéresse, c'est par exemple l'abandon des scripts au téléphone. Il n'y a pas de script au téléphone chez Zappos. On laisse le collaborateur suivre évidemment un certain nombre de règles, mais libre à lui de trouver la formule d'introduction, libre à lui dans l'autonomie par exemple, dans les efforts commerciaux, il y a une liberté totale laissée aux collaborateurs. La liberté totale laissée aux collaborateurs, l'autonomie laissée dans le management, dans la relation client, il faut un management très très fort, c'est-à-dire être solide, avoir une marque forte, avoir une promesse claire, et puis un lâcher-prise, être capable de laisser les collaborateurs discuter avec les clients et même en public, hein, sur les médias sociaux, sur Test and Trust ou ailleurs, être capable de laisser les consommateurs s'exprimer, de laisser les collaborateurs s'exprimer librement, d'avoir une autonomie suffisamment grande au bénéfice du client et au bénéfice des... La clé, c'est la confiance. C'est la confiance. Je fais confiance à mes milliers de collaborateurs en étant certains et en dormant tranquille parce qu'ils vont faire pour le mieux. Oui, on parle bien de ça et c'est au bénéfice du stress dans l'entreprise, c'est au bénéfice, c'est ce que dit Vinette Nayar dans son livre, hein, les employés d'abord, les clients ensuite, c'est ce que l'Académie du service appelle la symétrie des attentions, c'est de faire en sorte que un collaborateur satisfait, ben, ça donne un salarié, un client satisfait, donc c'est cet effet miroir, c'est cette symétrie des attentions qui est la vraie recette du succès de la relation client. Merci Thierry. C'est une belle conclusion. Ouais, très belle. Merci de m'avoir accueilli. Okay.